Bonsoir, nous sommes le lundi 1er février. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal, comme chaque jour, votre actualité locale, entourée de nos invités, mais aussi des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. David Douillet prend la tête de la formation Les Républicains dans les Yvelines. Ce week-end, les militants désignaient leurs représentants dans les différentes fédérations de France. L'ancien judoka succède à Valérie Pécresse. Jusqu'au 5 février, l'Association pour le droit à l'initiative économique organise la semaine du microcrédit, un moyen d'aider les entrepreneurs à se créer leur propre emploi. Pour nous en parler en plateau, Isabelle Tréguer, déléguée territoriale de l'ADI dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine. Et enfin, François Rollin, sociétaire des grosses têtes sur RTL, remonte sur scène. C'est avec son emblématique costume du professeur Rollin de la série Palace qu'il règle ses comptes avec la bien-pensance. Lui qui a aussi collaboré à l'écriture des spectacles d'Arnaud de sa mère était à Bois d'Arcy samedi dernier. Circuler en interfile dans les Yvelines, c'est à présent autorisé. À partir d'aujourd'hui, la circulation interfile des 2 ou 3 roues motorisées sera expérimentée pendant 4 ans dans les 8 départements d'Île-de-France, ainsi que dans les Bouches-du-Rhône, la Gironde et le Rhône. Ces départements ont été choisis en raison de leurs mauvaises conditions de circulation. Dans ces départements, une forme sécurisée de circulation interfile sera autorisée, bien qu'elle reste interdite partout ailleurs. L'expérimentation pourra être prolongée pour une année supplémentaire. Elle pourra aussi être suspendue à tout moment si trop d'accidents sont constatés. Si dans son ensemble elle se révèle concluante, la circulation interfile pourra être étendue à l'ensemble du territoire français. Et vous, justement, que pensez-vous de cette mesure? C'est ce que nous vous avons demandé aujourd'hui. Regardez. Moi, ça me dérange pas plus que ça, vu qu'ils le font déjà. Je suis habituée, on va dire déjà. Les actions avec les assurances, si ça se passe mieux, ça serait pas mal. Mais je trouve pas ça légal du tout. Et je trouve que les voitures ont leur voie. Et on ne verrait pas ça en Suisse, par exemple. Donc ici, ça favorise les gens à l'indiscipline. Il n'y a pas besoin d'une loi, parce que c'est déjà actuel. Tous les motards sur le périphérique le font. Moi, je trouve que ça fluidifie le trafic, à partir du moment où ils ne roulent pas comme des fous, hein, bien entendu. De toute façon, la moto, c'est dangereux. Donc la loi par elle-même, elle n'est pas plus dangereuse qu'en fait. Économie à présent, cette semaine, l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, lance la semaine du microcrédit. Je vous le disais en titre, pour nous en parler, Isabelle Tréguer, déléguée territoriale de l'ADI dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors l'association, je le rappelle, est née en 1989. Le but était d'adapter à la France le principe du microcrédit, mécanisme financier qui a largement fait ses preuves dans les pays du tiers-monde, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, mais qui n'est pas encore très connu finalement en France. Est-ce que Isabelle Tréguer, vous pouvez nous rappeler le principe du microcrédit? Qu'est-ce que c'est et à qui ça s'adresse? Effectivement, donc le microcrédit, c'est un petit crédit, comme son nom l'indique. Et il s'adresse à des personnes qui veulent se mettre à leur compte, monter une petite entreprise et qui n'ont pas accès aux prêts bancaires. Donc en 1989, Maria Novak s'est inspirée de ce qui se faisait ailleurs pour pouvoir proposer en France ce système de financement qui permet à des personnes en situation un peu compliquée de pouvoir quand même démarrer leur entreprise et de créer leur emploi. Alors quand on parle de microcrédit, c'est moins de 15 000 euros, c'est ça? C'est moins de 10 000 euros. Moins de 10 000 euros. Et justement, c'est jusqu'à 10 000 euros, très exactement. 10 000 euros. Quelles sont un peu les conditions pour l'obtenir? Est-ce qu'il y a des prêts personnels et des prêts professionnels? Alors l'activité principale de l'ADI, c'est déjà le microcrédit pour se mettre à son compte, pour ouvrir son entreprise. Donc c'est ce microcrédit qui est limité à 10 000 euros pour les personnes qui n'ont pas accès aux prêts bancaires. Donc c'est vraiment un relais pour leur permettre de commencer, de démarrer leur activité, ou même dans les 5 premières années de l'entreprise, de pouvoir venir en aide pour développer l'entreprise. Donc pour pouvoir financer une personne, on va s'assurer effectivement qu'elle est déjà en adéquation par rapport à son projet. On va l'aider à avancer son projet avec nos partenaires, tous les partenaires de la création. Et puis on va aussi l'aider en regardant ses comptes pour voir si on ne va pas la mettre en difficulté et au contraire pouvoir l'aider à monter son entreprise. Alors il y a d'autres associations partenaires, notamment France Active, BGE Yvelines, d'autres partenaires. On doit s'adresser à eux si justement on veut bénéficier de ce microcrédit? Alors pour la partie financement, c'est l'ADI, mais par contre pour pouvoir monter son projet, effectivement c'est intéressant d'aller voir déjà la chambre de commerce si ce sont des activités de vente, la chambre des métiers pour les artisans, et pour pouvoir se renseigner. Ensuite, effectivement, on est en relation avec d'autres partenaires, la BGE Yvelines, pour pouvoir effectivement avancer sur un prévisionnel d'activité, mettre les premiers chiffres sur l'activité.
Et puis avec Yveline Active, par exemple, si la personne a accès au prêt bancaire et veut un prêt d'honneur à côté. Alors depuis 1989, plus de 90 000, je crois même plus de 93 000 entreprises ont été créées. Le microcrédit lui aussi évolue cette année. Donc le décret du 14 janvier 2016 a modifié les conditions d'octroi du microcrédit. Alors il y a plusieurs choses qui sont évoluées, c'est sur les conditions d'attribution et aussi les plafonds. Alors la première chose, effectivement, sur les plafonds, alors c'est intéressant. D'abord sur une deuxième partie de microcrédit, ce sont ceux qui sont destinés à des personnes qui veulent se maintenir dans l'emploi salarié ou qui sont en recherche très active d'emploi salarié et qui, par exemple, dans les Yvelines, ont une problématique de mobilité. Ils ont besoin de fonds pour pouvoir acheter un véhicule. Jusqu'à présent, on était limité à 3 000 euros. Là, avec 5 000 euros, elles ont la possibilité d'acheter un véhicule qui sera peut-être un peu mieux, puis qui leur permettra de mieux répondre à leurs besoins. Sur la partie microcrédit professionnel, donc ce dont je parlais au départ, là pour l'instant pas de changement. On est en réflexion sur le sujet. Ça va être l'objet de travaux au cours du premier semestre pour savoir de quelle manière vont évoluer les plafonds. Mais aujourd'hui, le plafond, c'est toujours 10 000 euros. Alors, jusqu'alors, les entreprises ne pouvaient se voir octroyer donc, ce prêt que pendant les 5 premières années suivant leur création. Et désormais, celles qui ont déjà bénéficié d'un microcrédit peuvent en obtenir de nouveau durant les 7 années suivantes, c'est ça? Alors, pendant 7 ans, donc 5 ans plus 2 ans. En fait, on se rend compte qu'effectivement, au bout de 5 ans, certains chefs d'entreprise n'ont toujours pas accès à un prêt bancaire. Nous sollicitent, par exemple, pour un développement. On peut leur venir en aide, toujours dans les limites de notre plafond, mais ça peut être aussi une possibilité pour nous de les soutenir davantage. Alors j'ai quelques données devant moi. L'année dernière, le réseau a porté donc, ses encours de prêts garantis à 350 millions d'euros contre 236 millions d'euros fin 2014. Au sein de l'ADI, le nombre de projets financés a aussi progressé de 10% en 2015. Est-ce que c'est finalement un bon signe ou est-ce que cela témoigne justement de la difficulté de trouver un travail pour les personnes qui vont vous voir? Alors c'est d'abord un bon signe d'activité en fait, de personnes qui, au-delà de chercher un emploi salarié, vont se prendre en main et vont pouvoir avancer et se mettre à leur compte. Donc ça, ce sont en fait des petites activités locales qui sont très importantes dans le tissu économique local. Donc pour ça, c'est effectivement un point très positif et c'est intéressant que l'ADI puisse les aider à se lancer. Alors, il y a également effectivement la lutte contre le chômage, qui est un autre point. C'est que finalement, ces personnes n'ont pas trouvé d'emploi salarié et vont se tourner vers une autre solution. Donc, la création d'entreprise peut être une alternative vraiment intéressante pour certaines personnes et à condition d'être accompagnées pour pouvoir se lancer en toute sécurité et pouvoir développer son entreprise. Est-ce que c'est pas difficile de pousser un peu les gens à créer leur entreprise, sachant qu'il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'en France, c'est pas évident forcément de pouvoir la monter, que elle soit pérenne également? Alors ça, effectivement, c'est très important pour l'ADI de ne pas laisser les entrepreneurs seuls, de continuer à les accompagner. Donc on a en fait une double activité qui est le financement d'une part et l'autre partie, c'est l'accompagnement qui va avec ce financement pour les aider à démarrer en sécurité et puis à trouver la pérennisation de leur entreprise. C'est effectivement l'objectif, c'est qu'ils puissent développer leur entreprise, qu'ils puissent tirer un revenu qui va leur permettre de vivre de leur activité. Alors cette semaine, il y a justement des initiatives organisées pour se faire encore plus connaître. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont dans les Yvelines? Oui, bien sûr. Alors chaque année, à cette période, l'ADI lance la semaine du microcrédit pour être au plus près des personnes qui peuvent être intéressées et puis pour augmenter un peu la visibilité. Et donc cette année, dans les Yvelines, on a 3 événements. Demain matin, à notre agence à Poissy, on reçoit vraiment tout le public qui est intéressé par la création d'entreprise et qui veut une première information. Demain soir, avec le Rotary Club de Versailles, on a un événement qui va récompenser 17 entrepreneurs soutenus par l'ADI et qui ont bien réussi. Donc c'est aussi un événement important puisqu'on a d'autres organismes, d'autres associations qui nous soutiennent. Et mercredi matin, enfin, dans le sud des Yvelines, on sera à Montigny-le-Bretonneux, à la maison de l'entreprise, pour les informer sur le démarrage d'une activité en micro-entreprise. Alors justement, est-ce que dans les Yvelines, vous constatez, depuis la création 89, il y a peut-être plus de gens qui font appel au microcrédit? Comment se situent un petit peu les entrepreneurs justement sur notre territoire? Alors c'est en progression, surtout l'année dernière, on a été plus visible, on a travaillé davantage aussi avec nos partenaires. Parmi les partenaires, on a aussi Pôle emploi. C'est important effectivement de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir détecter les personnes qui ont envie de créer leur entreprise mais qui ont besoin d'accompagnement. Donc on travaille cet aspect-là avec Pôle emploi. Ça nous permet effectivement d'être mieux connus
Ça nous permet aussi de ne pas laisser les personnes isolées face à leurs projets et au contraire de les accompagner. Est-ce que, je sais pas, il y avait peut-être un conseil à donner à des personnes qui hésiteraient à venir vous voir et qui ne savent pas encore parce que peut-être ça peut prendre beaucoup de temps? Alors, je crois qu'il ne faut pas du tout hésiter à venir nous voir. Au contraire, on est là pour les accueillir, pour donner des premiers éléments de réponse. Quand on fait un projet de création d'entreprise, on a besoin d'en parler autour de soi. Il faut un peu challenger, c'est-à-dire qu'il faut voir si l'idée passe déjà dans son entourage, voir auprès de professionnels. Donc, au contraire, il faut ne pas hésiter à nous solliciter pour avoir un premier avis. Très bien, merci beaucoup Isabelle Tréguière. Alors voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ADI, www.adi.org. L'adresse va s'afficher en dessous de votre écran. Et je le rappelle, sur notre territoire, mercredi 3 février à 10h, à la maison de l'entreprise de Saint-Quentin, 12 avenue des Prés à Montigny-le-Bretonneux, il y a une réunion d'information de 10h à midi qui s'intitule « Bien démarrer son activité en micro-entreprise ». Merci beaucoup. Merci. Et revenons sur ce qui s'est passé le jeudi 28 janvier. Les habitués de la RN10 ont eu une surprise en la découvrant totalement déserte. L'axe était fermé une partie de l'après-midi au niveau de Trappes. La cause, une opération de déminage d'une bombe anglaise de 500 kg datant de la Seconde Guerre mondiale. L'engin a été découvert dans la rue Casanova en fin d'année 2015 dans le cadre de travaux d'assainissement. Le secteur a donc été totalement évacué. 400 riverains ont dû quitter leur logement dès 13h. Des mesures nécessaires pour Dominique Lepidi, directeur de cabinet du préfet des Yvelines. Près de 200 personnes aujourd'hui, en comptant les services de la ville, et notamment la police municipale, la police nationale et l'ensemble des services de l'État, sont mobilisés. Vous voyez derrière moi donc, la coupure de la RN10 aux fins de neutralisation de l'engin, puisqu'on était vraiment sur un péril imminent. Et culture à présent, c'est une activité que l'on retrouve souvent sur les quais de Seine à Paris. Ce week-end, la caricature s'est invitée à Elancourt. Le caricaturiste Gribouitou a pris ses quartiers le temps d'un après-midi à la médiathèque des 7 Mars, une animation proposée par la médiathèque de Saint-Quentin en Yvelines dans le cadre de la thématique La BD dans tous ses états. L'occasion pour nous de rencontrer cet artiste physionomiste. Regardez ce reportage signé Camille Lambert. D'un coup de crayon, il tire votre portrait en seulement quelques minutes. Gribouitou s'est installé samedi 30 janvier à la médiathèque des 7 Mars d'Elancourt. Les visiteurs ont pu jouer les modèles le temps d'un après-midi. Je suis très contente. Je n'ai pas vu comme ça, mais je suis vraiment contente. J'avais un peu peur, parfois c'est des caricatures un peu méchantes, mais là, il m'a fait un truc très sympa. Forcer le trait avec tact et bonne humeur, une recette que Gribouitou applique depuis une quinzaine d'années, un amour de la caricature qui a commencé dès l'enfance en voyant des artistes dessiner sur les bords de plage à Saint-Malo. Aujourd'hui, il entretient une relation privilégiée avec ses victimes. Le visage, ça touche toujours un petit peu sur le même trait, hein. Il y a le nez, les yeux, la bouche, mais j'appuie un peu sur le nez, un petit peu sur les yeux, sur le sourire, et puis voilà, on essaye de faire une petite composition. Souvent, c'est ah bah ça c'est moi, je me reconnais pas, ou ça ressemble à ma mère, ça ressemble à mon père, ça ressemble à quelqu'un de ma famille. Moi, je trouve qu'il a bien comment on pourrait dire ça, insisté sur le caractère un peu rock que j'ai, le style un peu plus bohème rock. Mais les autres dames et jeunes filles qu'il a croquées, c'était plutôt soft, pas trop violent, je dirais, ou agressif. Mais c'est bien, ça veut dire que le monsieur, il est aussi psychologue et fin diplomate dans son dessin. C'est important. Derrière la vie d'artiste, il y a aussi la vie de famille. Gribouitou est venu accompagné de sa fille Charlotte. Du haut de ses 10 ans, elle dégaine ses crayons aux côtés de son père. La relève est déjà assurée. Politique à présent, ont voté ce week-end au sein du parti Les Républicains. Les militants désignés partout en France leurs représentants dans les instances locales. Dans les Yvelines, David Douillet, seul candidat à la présidence, devient le nouveau chef de file du mouvement. Il succède à Valérie Pécresse. Les détails avec Wilfried Réchy. David Douillet, 46 ans, nouveau patron de la Fédération yvelinoise Les Républicains, ancien ministre, actuel député et conseiller régional, il succède à ce poste à Valérie Pécresse, élue présidente de l'Île-de-France. Sa priorité, accroître le nombre d'adhérents. Ce qui est aussi intéressant, voire plus intéressant, c'est que toutes les personnes de sensibilité de droite, républicaine, ou alors on pourrait dire qui sont dans la méritocratie et puis l'envie que le pays se sorte de cette ornière économique en termes de création de richesse, eh bien, puisse participer à un débat qui nous permettra d'avoir les meilleures solutions.
Au poste de secrétaire départemental devrait être nommée pour épauler David Douillet Sophie Primas, sénatrice. Cette élection interne était surtout l'occasion de mettre en marche le parti avant l'échéance présidentielle et législative de 2017. Lourde responsabilité, parce que les Républicains, c'est et de loin le plus grand parti de France. Aujourd'hui structuré et remis en marche depuis les mésaventures de l'UMP de l'époque. C'est exactement ce qu'on va continuer à faire dans les Yvelines, avec, je l'espère, un accroissement des adhérents. En attendant, en 2017, l'ancien judoka double champion olympique va devoir repartir sur le terrain pour la campagne de la législative partielle dans la seconde circonscription. Les électeurs sont appelés aux urnes les 13 et 20 mars après la démission de Valérie Pécresse. Les Républicains désigneront leur candidat dans les prochains jours. Le maire de Vélizy est en bonne position pour l'emporter. Et samedi matin se déroulait le second conseil d'installation de la nouvelle agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Les élus devaient choisir leurs représentants au sein de différentes commissions. On retiendra deux choses. Michel Logier, président de Saint-Quentin, siégera au sein de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, le pôle scientifique donc, et que Jean-Michel Fourgousse, deuxième vice-président de Saint-Quentin, va lui siéger au sein du conseil d'administration de l'université yvelinoise, l'UVSQ. Et toujours à Saint-Quentin, en Yvelines, les tensions restent fortes entre la majorité de centre droit et son opposition de gauche. Les élus de gauche qui contestent leur absence des postes de vice-présidence ont décidé de déposer un recours devant le conseil administratif. Ils veulent des précisions sur les modalités de désignation. Écoutez Sandrine Grandgang pour les socialistes, puis Grégory Garestier pour les Républicains. On est clairement dans une période de défiance, c'est-à-dire qu'il y a une forme de rupture de confiance qu'on a manifestée par le fait qu'on n'a pas participé au vote des présidents et des vice-présidents, puisqu'on a été de fait exclu de l'exécutif en tant que représentant des villes de gauche. Donc ça veut dire qu'il y a un malaise. Il va falloir qu'on retrouve les liens de confiance qui existaient, qui pour l'instant ne sont pas là. Donc nous, tout ce qui pourra nous paraître un peu étrange ou en contravention avec la loi, on va demander un éclaircissement de la justice. Moi, j'ai siégé avec mon équipe le 9 janvier dernier au conseil d'installation et je viens tout juste de recevoir un recommandé, pour la première fois de ma vie, du tribunal administratif, puisque la gauche conteste l'élection du président, des vice-présidents, des conseillers communautaires et de tous les organismes dans lesquels on va siéger. C'est la première fois de ma vie que je reçois un courrier du tribunal. Alors, s'ils voulaient vraiment faire partie de l'exécutif, je crois que c'est mal barré, hein, excusez-moi le terme. Les cérémonies des vœux se terminent. Vendredi dernier, c'était au tour du maire d'Elancourt, le républicain Jean-Michel Fourgousse, en présence des représentants de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et des communes avoisinantes. L'élu, dans un discours très marqué par le libéralisme, s'en est une nouvelle fois pris à la politique du gouvernement et aux choix opérés pour lutter contre le chômage. Sur le plan local, il a rappelé quelques-uns des projets qui seront portés au cours des prochains mois sur sa ville. Réaménagement de la zone des 4 arbres, enfouissement des lignes haute tension, préparation du chantier du commissariat d'agglomération ou dans un délai plus court, l'armement de la police municipale. La reconstruction du gymnase Lionel Terret fait également partie des priorités. Deuxième vice-président de Saint-Quentin en Yvelines en charge du développement économique, Jean-Michel Fourgousse a également rappelé l'ouverture prochaine sur Guyancourt d'un incubateur, un lieu d'échange pour les porteurs de projets. Et nous accueillons Séphora Namani. Bonsoir à Séphora pour la chronique politique. Vous venez nous présenter le portrait de François Rollin à l'occasion de son passage samedi soir à la grange de la Tremblay de Bois d'Arcy. Il remontait sur scène avec son emblématique professeur Rollin. Oui, tout à fait. Depuis le 29 janvier dernier, François Rollin a souhaité faire revivre au théâtre à Paris et en tournée dans toute la France un personnage qui lui est cher, ce fameux professeur Rollin créé dans les années 2000. Nous sommes allés lui demander quel rapport il entretenait justement avec son personnage. Le professeur Rollin, c'est ce double qui m'accompagne depuis maintenant quelques années. On ne dit pas le nombre, hein. C'est comme pour l'âge des dames, on ne dit pas au-delà de 20 ans. François Rollin n'est pas que le professeur. Le professeur est un personnage un peu à part, mais fraternellement lié à moi. Le public aime bien ce personnage, et puis il est porteur d'une façon particulière de s'exprimer. Donc régulièrement, à la radio, à la télévision ou sur les planches, sa présence s'impose d'elle-même. Je réponds, le raisin noir et le raisin blanc ont tous les deux été baptisés par des daltoniens, mais pas par les mêmes daltoniens. En effet, chacun peut s'en rendre compte, le raisin noir n'est pas noir et le raisin blanc n'est pas blanc. Hein. Le raisin noir est violet foncé et le raisin blanc est vert. Il y a autant de différences entre le vert et le blanc qu'il y en a entre la Normandie et la Laponie.
C'est drôlement bien observé. Hein. Et quelques lignes plus loin, Saint-Macary ajoute « En revanche, entre le noir et le violet foncé, j'avoue humblement que moi-même je ne vois pas toujours très bien la différence. » Fin de citation. Alors François Rolin, on le connaît bien sûr en tant qu'humoriste, mais il a différentes facettes. Il est aussi acteur, journaliste et scénariste. Oui, tout à fait, le diplômé de l'ESSEC, alors comprenez l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Il démarre au journal Le Monde, puis enchaîne les chroniques dans différentes revues avant d'intégrer la fameuse série télévisée Palace en 1988 qui vraiment le fait connaître au grand public, aux côtés de François Morel, Jean-Michel Ribes, Wolinski, Jean-Marie Gouriot, Des Guignols et j'en passe. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il se forge son personnage du professeur Rolin avec lequel il va multiplier les apparitions sur scène et sur le petit écran. Tout à fait, alors on a pu l'entendre également à la radio dans des émissions humoristiques sur France Inter, Europe 2 ou France Culture. Il était d'ailleurs encore jusqu'à l'année dernière dans la matinale de Patrick Cohen pour une chronique humoristique le mardi matin. Il a multiplié les rôles aussi sur petit et grand écran et s'est adonné à l'écriture, aussi bien l'écriture de spectacles que de publications, avec en dernier la parution en 2015 des dictées loufoques du professeur Rolin. Et aussi, ajoutons à cela une activité de metteur en scène importante. On note le spectacle d'Arnaud de Samer en 2005, et Guy Carlier, le spectacle de Guy Carlier en 2011, celui de Jean-Marie Bigard en 2013 et très récemment celui de Vincent de Dienne. Donc une carrière assez longue et plutôt diversifiée. Il a donc eu envie de retrouver les planches depuis 2015, c'est bien ça? Oui, tout à fait, un retour aux sources avec son personnage de prédilection à l'exercice qu'il considère comme étant le plus exigeant de tous. Pour moi, le travail au théâtre, c'est ce qu'il y a de plus exigeant, de plus difficile. Et en même temps, c'est nécessaire parce que c'est le cœur de métier. Voilà. C'est sûr que dans les jours de paresse, je me dispenserais bien de monter sur scène. C'est tellement dans la mythologie de l'artiste, le théâtre, qu'il n'y a pas moyen de ne pas y aller. Alors dans ce spectacle, il est toujours question d'absurde, son domaine préféré, où on évoque des questions métaphysiques bien sûr autour de la couleur du raisin ou du goût du paprika, toujours cette volonté de partager imaginaire, drôlerie, fantaisie et légèreté, mais cette fois-ci, le professeur Rolin se rebiffe vraiment en dénonçant ce qu'il appelle la dictature de la bien-pensance. Il évoque des questions plus sérieuses, sociétales et politiques, telles que l'immigration, le racisme ou encore la religion. Un nouveau message que je fais passer maintenant et qui pourrait se résumer ainsi, un artiste, surtout après le 7 janvier et le 13 novembre, peut difficilement ne pas se préoccuper, ne pas aborder les problèmes de la société dans laquelle il vit. Voilà. C'est pas normalement mon truc. Je suis pas chansonnier, je suis pas chroniqueur politique, je suis pas là-dedans comme un poisson dans l'eau, mais je sens bien que maintenant il y aurait comme une forme de lâcheté et de démission à ne pas prendre en compte du tout ces phénomènes épouvantables. Un spectacle que vous pourrez retrouver en tournée dans toute la France jusqu'à l'été prochain. Merci beaucoup Sephora, on vous retrouve mercredi pour une nouvelle édition de Kiosque, le magazine culturel. Et tout autre sujet à présent, c'était il y a 62 ans, le 1er février 1954. Les températures sont glaciales et l'abbé Pierre lance son appel à la radio RTL au secours des couches dehors. Un appel qui fera exploser les dons, ce qu'il appellera lui-même l'insurrection de la bonté. Malgré les températures largement plus chaudes cet hiver, la requête de l'abbé Pierre reste toujours d'actualité. On écoute les précisions de Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Là où il y a des éléments qui restent similaires à ce qu'on a connu en 54, c'est qu'il y a encore des gens qui vivent à la rue, qui meurent à la rue. On a encore des gens qui vivent en bidonville. On pensait que ces bidonvilles avaient disparu du paysage de la France. Ils sont réapparus aux portes de nos grandes villes, laissant des personnes dans des conditions de vie totalement indignes. Les logements, pour les personnes qui ont la chance d'avoir un logement, on va vers une amélioration nette d'année en année, de décennie en décennie. Si on prend la question, par exemple, du sans-abrisme, le fait de vivre à la rue, ces chiffres ont augmenté de façon catastrophique entre 2001 et 2012. Le chiffre est monté à 50% d'augmentation sur les personnes sans domicile fixe. Et on ferme ce journal avec une page de sport. Le Plaisir Handball Club n'en finit plus de gagner. Les Yvelinois ont infligé une véritable correction à Val-de-Seine ce dimanche. Le score est sans appel, 41-30. Leur bilan est désormais de 11 victoires en 12 matchs disputés. Conséquence, Plaisir reste leader de pré-national. Regardez le reportage signé Michael Midero.
On n'arrête plus le plaisir handball club, les Yvelinois se sont imposés une nouvelle fois à domicile. Leur victime du jour, Val-de-Seine, largement dominateur, les Plaisirois ont corrigé leur adversaire, score final 41-30. La consigne c'était pas de prendre le match à la légère, ce qu'on a bien fait, on a eu un peu peur au milieu du match quand ils sont revenus à égalité. Mais bon, on a remis les choses au clair en deuxième mi-temps, donc c'était bien, faire des gars. L'homme du match, le gardien Jean-Marc Bérel, le handballeur de 41 ans, a sorti une trentaine d'arrêts pendant la rencontre. On a pris 30 buts, donc je ne suis pas plus satisfait que ça de mon match. Avec cette victoire, Plaisir est premier du championnat de pré-national. La montée, l'objectif fixé cette saison par le club, est donc envisageable. On ne va pas parler de monter tout de suite. On va attendre, on va prendre les matchs les uns après les autres. Il y a Paris Sport Club qui suit le rythme, qui est une très très belle équipe. Il y a Versailles qui est une belle équipe, il y a Métro, la poule est très costaud, donc tous les matchs vont être super importants. On prend vraiment personne à la légère et on fera les comptes au mois de juin. En espérant que cette fois ça paye pour Plaisir. Prochain match pour Plaisir ce dimanche 7 février contre Évry, une équipe qui lutte pour le maintien. Et c'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mickaël Elmidoro pour le 7-8 Sport. Mercredi 3 février, vous pourrez regarder notre édition spéciale avec en invité le préfet des Yvelines, Serge Morvan, qui sera en direct. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une très bonne soirée.